Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, retour au direct et nous sommes heureux, comme ça a été annoncé, d'être en ligne avec monsieur Emmanuel Dupuis. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Comme vous le connaissez, cette émission dédiée aussi à traiter l'actualité internationale. Et l'actualité oblige l'affaire du journaliste saoudien Jamal Khashoggi et ses étendues à l'échelle nationale mais aussi internationale. Il faut bien préciser à notre auditoire que monsieur Emmanuel Dupuis est le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, un spécialiste des questions de la sécurité européenne et des relations internationales. Monsieur Emmanuel Dupuis, ma première question est surtout les lèvres. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette affaire d'un journaliste saoudien? Pourtant, il y en avait un grand nombre de journalistes dans le monde qui ont laissé leur vie dans leur métier. Mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il a de particulier pour qu'il y ait cette campagne médiatique de taille? Déjà, il y a de particulier qu'il y a la responsabilisation officielle, et c'est suffisamment rare pour le préciser, d'un État qui avoue avoir tué un journaliste. C'est quand même assez innovant comme dispositif, avec évidemment une réalité que nous connaissons et évidemment l'importance, et vous y contribuez, de la pression médiatique qui a forcé le gouvernement saoudien d'avouer, même si son intention peut-être n'était pas de tuer ce journaliste, mais en tout cas, son intention était de l'emprisonner et de le faire quitter le territoire. Donc c'est déjà quelque chose que peu d'États avouent sous la pression. Donc ça, c'est le premier élément. Après, évidemment, il y a plusieurs éléments contextuels. Premièrement, la violence descriptive ou décrite en tout cas comme telle, qui n'est pas encore étayée par des faits probants, mais dont les médias regorgent de détails scabreux et macabres, qui fait dire que ce crime est non seulement inacceptable, mais qu'il en plus il est totalement inhumain, ou d'une certaine façon il est totalement inconcevable. Et ça, c'est un élément qui là aussi a son importance dans la manière dont les populations et notamment les opinions civiles perçoivent symboliquement la gravité ou l'immensité de cette affaire. Troisième élément, cette affaire arrive dans un contexte très particulier où il y a une tension très particulière entre des États qui autrefois ne s'affrontaient pas frontalement. Le fait que la Turquie ait pris officiellement par le biais de son président, le président Erdogan, la tête d'une coalition accusant nommément, même si le président Erdogan, lors de son discours devant l'Assemblée il y a de cela une semaine, a été modéré dans ses critiques contre le roi Salman et n'a pas mentionné une seule fois le nom du prince héritier Mohammed Ben Salman, il a par contre dit qu'il y a une responsabilité officielle du gouvernement et de l'État saoudien. Donc tout cela confirme qu'on est dans un contexte très particulier dans lequel, de manière régionale, la Turquie et l'Arabie saoudite se confrontent par rapport à leur velléité de puissance et leur velléité d'aggiornamento de leur politique vis-à-vis de la Syrie, vis-à-vis des pays du Golfe. On sait la proximité et le soutien que la Turquie a apporté au Qatar depuis la crise de juin dernier, enfin de juin 2017. On sait également que la Turquie veut jouer sa propre partition entre la Russie, dont elle se rapproche sur la question syrienne, et la position de fraternisation, ou en tout cas d'agenda commun avec l'Iran, et bien évidemment une Turquie qui appartient toujours à l'OTAN, et donc regardant aussi de manière très particulière, j'allais dire symétrique, à la fois sa relation avec l'Est et avec l'Ouest. Et donc ce contexte détonnant fait que le meurtre du journaliste Khashoggi à Istanbul revêt encore plus une importance symbolique.
Mais il y a une question qui s'impose, Monsieur Emmanuel Despé, c'est que, parlons de l'Europe. L'Europe, il y a peu de voix, il faut dire la vérité telle qu'elle est, il y a peu de voix qui ont dénoncé cet assassinat d'une manière forte. Parfois, il y a des pays qui essayent d'une manière un petit peu comme ça, comme on dit, hein, donc ils sont pas avec un franc-parler, de dénoncer ce meurtre et en même temps de mettre l'accent sur l'implication de l'Arabie Saoudite, comme vous venez de le citer, autant qu'État qui avoue, hein, comme quoi il a commis un assassinat. Mais la question qui m'interpelle, est-ce que ce n'est pas une tactique plutôt économique pour éviter de déstabiliser l'Arabie Saoudite, et on sait pertinemment comme quoi l'Arabie Saoudite est centrale dans l'équilibre surtout régional et pourquoi pas mondial, vu sa puissance économique et financière, mais aussi la Turquie qui est un candidat, qui est toujours candidat pour rentrer en Europe, de montrer comme quoi c'est un pays de droits de l'homme, c'est un pays qui défend les victimes, et notamment dans une affaire comme celle-là. Il y a effectivement beaucoup de paradoxes, et vous les évoquez. Ouais. On ne peut pas faire de la Turquie le meilleur défenseur des droits de l'homme parce qu'il est le plus virulent pour dénoncer l'ignominie et l'énormité et l'ignominie du décès du journaliste Khashoggi. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je suis pas tout à fait en accord avec vous en disant qu'il y a peu de voix qui en Europe s'offusquent de cette réalité. Premièrement, au niveau du Parlement européen, on en est à la deuxième résolution du Parlement européen appelant à un embargo sur la vente d'armes en Arabie Saoudite. Le premier vote il a été largement massif puisque il faut remonter donc au 30 novembre 2017 et le dernier en date le 25 octobre 2016 où pas loin de 400 voix la première fois et 325 cette fois-ci ont dénoncé l'attitude de l'Arabie Saoudite, donc en imposant ou en sollicitant la mise en place d'un embargo sur la vente d'armes et pour évidemment demander des clarifications, notamment par rapport à la responsabilité nominale de MBS. Je dis ça parce que la dernière résolution du Parlement européen le précise. Deuxième élément, la position des États européens en elle-même est effectivement pas atone, mais elle est différente. Et je rappelle que l'Allemagne, par la voix de sa chancelière Angela Merkel, a décidé de suspendre toute exportation d'armes vers l'Arabie Saoudite, alors même qu'elle est le troisième fournisseur d'armement de l'Arabie Saoudite, quatrième d'ailleurs, après les États-Unis, après la Grande-Bretagne et la France. Je rappelle également qu'il y a un certain nombre d'autres pays au-delà de l'Union européenne, je pense notamment au Canada, dont l'ambassadrice du Canada en Arabie Saoudite, c'était avant l'affaire, mais c'est dans une sorte de continuité par rapport à ce que l'on dénonce et ce que l'on peut reprocher au Royaume d'Arabie Saoudite par rapport à sa responsabilité dans cette affaire, car derrière cette affaire, il y a bien évidemment, et je réponds à la première partie de votre question, le soutien de l'Arabie Saoudite à un conflit sur lequel, là, il y a largement consensus pour en vue de sa dénonciation, qui est évidemment le conflit au Yémen. Plus aucun État européen ne justifie le maintien de cette opération. Je rappelle que l'opération Tempête décisive a été lancée en mars 2015 et que depuis cette opération, pas loin de 35 000 personnes sont mortes, parmi lesquelles 14 000 civils, pas loin de 1500 enfants, et que bien évidemment, au-delà de la dimension de la perte humaine, il y a les éléments contingents, si j'ose dire, notamment le risque de famine, le risque de choléra, qui emprisonnent, qui pèsent sur 5 millions des 17 millions d'habitants du Yémen. Vu l'évolution de ce dossier, y aura-t-il un impact sur l'équilibre géopolitique de la région ? Il a déjà commencé puisque le président Erdogan a raison de s'appuyer sur, d'une certaine façon, sa virginité ou sa reconquête de son image en vue justement d'apparaître comme quelqu'un qui cherche à établir une vérité, alors même que l'on sait que depuis le coup d'État qui avait menacé son pouvoir
En 2016, en juillet 2016, le président Erdogan a emprisonné pas loin de 150 000 personnes dans son propre pays. Donc il y a de sa part une volonté de s'appuyer sur l'image délétère qui est accolée au régime saoudien pour justement apparaître comme un régime beaucoup plus tolérant et beaucoup plus libéral, si j'ose dire, avec énormément de guillemets par rapport à l'affirmation que je viens de faire. Il y a aussi un momentum, comme je le disais, le président Erdogan a réussi à s'imposer sans doute davantage que les autres pays du voisinage, hormis la Russie bien sûr, sur la stabilisation en Syrie. La réunion qui s'est tenue il y a une semaine, réunissant la Russie, l'Allemagne, la France et la Turquie à Istanbul, a montré que la Turquie apparaissait comme le garant du cessez-le-feu dans la région d'Idlib, empêchant toute velléité d'offensive de part et d'autre, que ce soit du régime ou de la part des rebelles. Donc on voit bien que la Turquie s'est repositionnée au centre du jeu et d'une certaine façon en y associant timidement, mais en y associant quand même un certain nombre de partenaires européens comme l'Allemagne et la France. De la même manière, il faut avoir à l'esprit que derrière cette affaire, donc liée à l'assassinat du journaliste Khashoggi, il y a aussi un affaiblissement assez marqué de la part des États-Unis. Les États-Unis qui ont été obligés de passer par des phases évolutives, premièrement de déni de l'attentat, de l'attaque, de l'assassinat, deuxièmement d'acceptation de la responsabilité saoudienne, troisièmement d'une certaine façon en minorant la responsabilité saoudienne en disant, je cite ce que disait James Mattis, le secrétaire d'État à la Défense, ou Mike Pompeo, le secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères américain, en disant qu'il pouvait s'agir d'un commando n'ayant pas de lien officiel avec les institutions saoudiennes. Et quatrièmement, les États-Unis obligés, parce que on est dans un contexte électoral, les élections du midterm qui auront lieu demain, avec une pression de la part même des partisans du président Trump, certains élus républicains, en appelant à ce que toute la lumière soit faite, et pour certains même en appelant à une succession dans le processus donc d'héritage du pouvoir en Arabie Saoudite. C'est une des raisons pour laquelle un certain nombre d'observateurs regardent avec intérêt le fait que, par exemple, le propre frère de Mohammed Ben Salman, l'ambassadeur saoudien aux États-Unis, Khaled Ben Salman, ou le demi-frère de MBS, exilé jusqu'à présent, Ahmed bin Abdulaziz, sont revenus au royaume, et pour certains avec, dit-on, des passages auprès d'un certain nombre de responsables sécuritaires, politiques aux États-Unis et en Grande-Bretagne. On voit bien donc que derrière cette affaire, il y a l'ombre de la responsabilité personnelle et de la gestion du dossier du conflit yéménite par MBS. Je dis cela parce que une des raisons, encore une fois, il faut attendre encore les preuves, mais elles arrivent de manière séquencée, les preuves que le journaliste aurait été assassiné, car il enquêtait précisément sur l'utilisation d'armements prohibés par le traité sur les armes, le commerce des armes, d'armes chimiques qui auraient été utilisées par les forces saoudiennes, par la coalition menée par l'Arabie Saoudite au Yémen. Monsieur le Président Emmanuel, depuis président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.